Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, la chaîne a dépassé les 300 abonnés, alors un énorme merci. C'est un miracle. Non, je déconne, mais vraiment, j'aurais pas pensé arriver jusque-là. Alors, un énorme merci encore. Aujourd'hui, on va parler une fois de plus d'une affaire récente, en cours, mais non connue, tout en étant aussi dingue, hein, évidemment. Par contre, j'ai quasiment pas de photos, c'est incroyable, il y a presque rien en renseignement. Mais j'en parlerai plus à la fin. Cette vidéo sera malgré tout pas pour les personnes sensibles, vous comprendrez vite pourquoi. C'est pas pour le meurtre en soi ni pour les images, hein, évidemment parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais pour ce que ce fou fera après. Allez, on y va. Aujourd'hui, on va partir dans le Michigan, en banlieue de Détroit. Matthew Levinsky, 38 ans, était en couple avec Courtney Jerry Winters. Ils se sont fiancés en août 2020, c'était un couple très instable, ils se disputaient souvent, en particulier au sujet de l'argent et des factures. Ils luttaient également tous les deux contre l'abus d'alcool. Matthew Levinsky dira aussi plus tard que Courtney était violente avec lui, mais cette information est vraiment à prendre avec des pincettes parce qu'il n'y a aucune preuve, aucun témoin et elle n'est plus là pour se défendre. Ils se sont rencontrés en avril 2020, donc vraiment c'est une relation où tout s'est fait trop vite. Ils ont vécu ensemble quelques mois chez Levinsky et ils se sont séparés en novembre 2020. Donc voilà, ça a vraiment pas duré longtemps. Pendant les semaines d'absence de Courtney, Levinsky aurait dit à ses voisins qu'elle n'était plus la bienvenue chez lui en leur disant « Si la salope revient, je ne la laisserai pas rentrer ». Charmant. Levinsky habitait dans une copropriété à Crosswinds Condominiums près de Hayes Road, donc c'est une copropriété appartenant à son père. Cependant, le père était sous tutelle et sa sœur Debra, la sœur de Levinsky, était la tutrice légale, donc elle gardait toujours plus ou moins un œil sur le condo, normal. Levinsky et sa sœur étaient en froid parce qu'en fait ils se sont embrouillés à cause des problèmes de santé de leur père. C'est pas malin ça. Quoi qu'il en soit, ils ne se sont pas parlé depuis début 2019, donc ça faisait vraiment belle lurette. Quelques jours avant Noël 2020, Courtney Winters est revenue au domicile de Levinsky. Pourquoi? Je sais pas. Donc un mois après leur séparation. Elle lui aurait annoncé qu'elle s'était fait avorter, ils ont donc commencé à se prendre la tête, elle aurait également vu des choses sur son téléphone et l'aurait giflé. Il lui aurait rendu la baffe et aurait pété un câble en l'étranglant pendant au moins 5 minutes. Mais je reviendrai sur les détails du meurtre par la suite. Les 7 mois suivants, les voisins ont déclaré qu'il y avait une odeur de rat mort dans la copropriété, une puanteur infernale provenant de la maison. Mais ils avaient simplement supposé qu'elle provenait d'un animal mort. La voisine Jacqueline a déclaré qu'elle se couvrait carrément le visage avec sa chemise pour rentrer chez elle. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui est trop fan de True Crime, mais si l'appartement de mon voisin venait à sentir le rat mort et que ça envahissait même l'extérieur, soit j'appelle l'émission C'est du propre ou je préviens la police, mais je reste pas sans rien faire, c'est clair. Après, ce n'est que mon avis. Un autre voisin lui a demandé de nettoyer sa maison, mais au fond de lui, il sentait en fait que ça venait de quelque chose de mort. En tout cas, il n'a rien fait non plus. Le 26 juillet 2021, Levinsky a été emmené à l'hôpital Henry Ford Maycomb après avoir été retrouvé errant en sous-vêtements près de son domicile. Oui, truc normal quoi. Le lendemain, le 27 juillet, Jacqueline, la voisine, a appelé Debra Frederico, donc c'est la sœur de Levinsky, pour la prévenir que son frère était donc hospitalisé et que les lumières de chez lui étaient restées allumées. Alors là, elle en a profité de son absence pour aller récupérer certains biens et aller voir ce qui se passait là-bas. Elle a déclaré que ça faisait environ 1 an qu'elle n'y avait pas été parce qu'à chaque fois son frère la laissait pas rentrer. Bah elle va pas être déçue. Hein. Elle s'est donc rendue sur place avec son mari Joseph Frederico et le fils d'un ami. Elle est restée à l'extérieur et les 2 hommes sont rentrés. Elle a quand même fait un FaceTime avec eux pour pouvoir voir l'intérieur quand même. Joseph Frederico cherchait des décorations de Noël. Il est descendu dans la salle de bain du sous-sol et a trouvé le corps de Courtney en premier. Il a dit qu'il n'avait pas vu de visage mais qu'il ne pouvait voir que des bras et des jambes.
Les deux hommes sont donc sortis en urgence en disant qu'ils devaient appeler le 911 parce qu'ils avaient trouvé quelque chose mais ils ne savaient pas ce que c'était. Alors, ça m'a fait rire, c'est comique quand même, parce que t'as une odeur de rat mort dans la maison et que tu vois des bras et des jambes par terre dans un sous-sol, faut pas être sorti de Saint-Cyr pour deviner ce que c'est, hein. Mais bon, admettons qu'il soit bas de plafond, pourquoi pas. Bref, ils ont composé donc le 911 et ont attendu la police à l'extérieur. Ils ne seraient pas retournés à l'intérieur après la découverte. Ça leur a coupé leur envie de guirlande de Noël. Alors là, je me pose deux questions qui sont actuellement sans réponse. Déjà, pourquoi Debra, la sœur, n'est pas rentrée dans le domicile alors que c'est elle la tutrice légale du père, donc c'est elle qui gère la maison. Et deuxièmement, pourquoi ils sont partis rechercher des lumières de Noël en plein mois de juillet dans une salle de bain dans un sous-sol. Étrange, mais bon, le principal c'est qu'ils ont trouvé le corps. Après avoir reçu le mandat de perquisition pour entrer dans la maison, le détective Michael Chirko et un autre détective sont rentrés dans la maison. Ils ont d'abord vu ce qui ressemblait à une maison négligée qui était sale. Lorsqu'ils sont rentrés dans le sous-sol, Chirko a témoigné que des restes humains pouvaient être vus sur le sol à travers la porte. Il l'a décrit comme une scène horrible. Courtney était nue, face contre terre, allongée à plat, les bras écartés et la tête tournée d'un côté. Elle avait été clairement étranglée et était en état de décomposition. Alors, c'est là que mon histoire se corse. Levinsky avait retiré de grandes portions de chair sur elle, partant de la base du cou jusqu'aux épaules et autour du torse, jusqu'au-dessus de la zone des fesses. On pouvait même en voir les organes internes, les tissus du corps et le squelette tellement il l'avait épluché. Il y avait à proximité des éclaboussures de sang, des bouteilles d'eau de javel, des gants et un couteau. La javel était probablement pour une tentative de nettoyage. Le corps était également sur une bâche. Alors on ne sait toujours pas le pourquoi du comment de ces mutilations. Je ne sais même pas s'il sait lui-même. En tout cas, suite à la découverte, Chirko et l'autre détective sont allés rencontrer Levinsky à l'hôpital où il avait été admis la veille. Levinsky a vite coopéré aux questions posées par les enquêteurs et n'a jamais demandé de représentation légale pendant que les deux officiers lui parlaient. Les agents ont également filmé l'interrogatoire en vidéo. Tout au long de la conversation avec les enquêteurs, il a décrit sa relation qu'il avait avec Winters et la dispute entre les deux qui a dégénéré en altercation physique quand il s'est pris une trempe. Sur son lit d'hôpital, il a alors expliqué qu'il avait étranglé Courtney pendant environ 5 minutes dans le salon avant qu'elle ne cesse de bouger. Croyant qu'elle était morte, il l'a donc déplacée dans la salle de bain du sous-sol. Le 30 juillet, Levinsky a été mis en examen et inculpé de 3 crimes. Meurtre au premier degré, exhumation ou mutilation de cadavres et dissimulation de la mort d'un individu. Il a été incarcéré à la prison de Mâcombe et détenu sans caution. Par la suite, il a subi plusieurs évaluations psychologiques. Normal, hein, il a quand même eu 7 mois de vie commune avec la dépouille de son ex, sans parler de l'avoir épluché. Il a quand même été jugé apte à subir son procès. Il est comparu le 19 mai pour son audience préliminaire au tribunal de district 41B de Clinton Township. Lors de cette audience, sa sœur, son beau-frère et le détective Chirko ont témoigné. Je vais faire une petite parenthèse parce que peut-être que certains d'entre vous ne sauront pas ce qu'est une audience préliminaire. Alors, lors d'une audience préliminaire, l'accusation présente des preuves pour montrer la cause probable qu'un crime a été commis et qu'il y a suffisamment de preuves que le suspect dans l'affaire est la personne qui a commis le crime. Au cours de cette audience, un juge décidera alors s'il convient d'être d'accord avec la poursuite et de renvoyer l'affaire en procès ou pas. Dans notre affaire, le juge Sebastian Luzzaido a alors demandé de revoir en intégralité l'interrogatoire de Levinsky avec les détectives. Pour la simple et bonne raison, c'est que la police aurait dû lire à Levinsky ses droits Miranda quand ils ont commencé à l'interroger sur son lit d'hôpital, avant qu'il avoue en fait les faits. Mais heureusement,
Même sans les déclarations, il existe suffisamment de causes probables pour porter l'affaire devant un tribunal, a-t-il statué. Le formulaire de renonciation Miranda, c'est un document utilisé pour signifier qu'une personne a renoncé à ses droits. Mais avant de faire signer ce papier, il faut quand même lire les droits. C'est logique. Et là, dans notre histoire, ça n'a pas été fait. Donc ça rend les aveux invalides et inexploitables. Donc là, pour le tribunal, c'est un peu la merde. Mais heureusement, il y a quand même suffisamment de preuves pour le poursuivre. Le détective Chirco a été démis de ses fonctions par la suite. Est-ce que c'est dû en totalité à cause de ça? Pas sûr, mais ça a dû y contribuer quand même. Actuellement, la procédure est toujours en cours, comme pour mes autres affaires récentes, mais je ferai une mise à jour dès qu'il y aura du nouveau. En tout cas, au Michigan, pour une inculpation de meurtre au premier degré, il est passible d'une peine d'emprisonnement à perpétuité, ce qui sera probablement le cas, je pense. Pour son inculpation d'exhumation ou de mutilation de cadavres, il risque 10 ans supplémentaires. Et pour dissimulation de la mort d'un individu, c'est 5 ans. Donc l'addition risque de lui coûter très cher. Tant mieux. Voilà, j'ai fini pour le moment. Alors c'est vraiment une affaire qui me rend perplexe. Au-delà de l'horreur des faits, évidemment, il y a plein de choses qui restent sans réponse. Par exemple, en ce qui concerne la victime, il y a des choses vraiment troublantes. Déjà, rien n'est disponible comme info sur elle. Mais quand je dis rien, c'est rien. Ni âge, date de naissance, métier, non. Juste son nom et 3-4 photos sont divulguées. Donc c'est un peu bizarre. Pour mon hommage de fin, ça va être vachement compliqué, mais je vais faire avec. Ensuite, autre chose qui me perturbe avec elle, c'est que pendant 7 mois où son corps est resté au sous-sol, personne ne s'est inquiété de son sort. C'est dingue, c'est long 7 mois. Pendant les fêtes de Noël, le premier de l'an, rien. Personne s'est inquiété. Bon, j'ai connu une histoire un peu similaire en France où la famille de la victime ne s'était pas inquiétée, y compris pendant les fêtes. Mais ça n'avait pas duré 7 mois non plus. C'est énorme. Alors, est-ce qu'elle avait de la famille et des amis? Il y a de quoi se poser des questions quand même. Hein. Aucune marche blanche, aucun hommage, l'enterrement, on ne sait pas. C'est presque à se demander si elle n'est pas encore dans le sous-sol, quoi. Enfin bref, ça m'a troublée. En ce qui le concerne lui, ben, c'est un fou, hein, clairement. Bon, il y en a plein des féminicides même tous les jours, mais de là à éplucher sa femme sur une grande partie de son corps, parce que c'était pas qu'un peu, hein, toute la peau du dos, de la base du cou jusqu'aux épaules, en allant jusqu'aux fesses et tout autour de la taille, quoi, même devant. Enfin, c'est dingue. Je rigole évidemment en disant éplucher, hein, mais pourquoi l'avoir mutilé comme ça? Aucune idée. Il n'a pas voulu s'expliquer là-dessus. Il voulait peut-être la cuire ou la manger, j'en sais rien, mais je comprends pas bien le but là. Il a peut-être pensé faire disparaître plus facilement le corps en faisant du compost. Va savoir ce qui lui est passé par la tête. Alors, si quelqu'un d'entre vous a une idée sur le sujet, mis à part le michoui, je suis preneuse. Parce qu'il y a quand même un but là-dessous. C'est pas un truc que tu fais sur un coup de folie. Ça prend énormément de temps pour retirer des portions de chair. Et puis là, c'est pas juste un peu. Enfin, je vous rassure, j'ai jamais essayé sur personne. Ça vient pas de moi cette conclusion que ça prend du temps. De toute façon, il a un problème ce gars. Sinon, pourquoi errer dehors en sous-vêtements? C'est pareil, je vois pas le but. Enfin voilà, c'est vraiment une affaire troublante avec beaucoup de questions et très peu de réponses, juste des faits avérés. Pourquoi si peu d'infos sur la vie de l'auteur ou de la victime? C'est vraiment, vraiment étrange. Enfin voilà, j'attends vos analyses et commentaires parce que vous en savez maintenant autant que moi sur le sujet. Je vous ai donné tous les éléments disponibles partout. Le seul moyen, je pense, d'en savoir plus, ce serait d'assister au procès, mais malheureusement, ce n'est pas possible. Voilà, merci encore à tous ceux qui se sont abonnés. J'insiste, mais 300, c'est juste incroyable pour moi, quoi. Grâce à vous, la chaîne est vraiment sur la bonne voie.
Je vais vous faire en tout cas des gros bisous. Je vais vous dire faites gaffe à vous. Allez, bye!